Ala El Aswany, bonsoir, venez nous rejoindre. Je vous en prie. Ala El Aswany, romancier égyptien. Vous êtes né, Ala El Aswany, au Caire, en 1957. Vous avez exercé le métier de dentiste. Je crois même que vous l'exercez encore. Continuez à exercer. Je suis écrivain et dentiste. Écrivain et dentiste, Oui. bah, dites-moi. Vous avez publié votre premier roman, je crois que tout le monde s'en souvient, en 2002. Si vous vous en souvenez pas, je vous propose une chose extrêmement simple. Précipitez-vous sur l'immeuble Yacoubian, qui fut un immense succès dans le monde entier, plus de 2 millions d'exemplaires, je crois. Et puis en 2011, Ala El Aswany, vous avez été l'une des figures emblématiques de la révolution égyptienne, place Tahrir notamment, où vous rendiez tous les jours. Depuis maintenant 5 ans, vous êtes interdit de publication en Égypte, ainsi que de toute collaboration avec la presse, interdit de tout passage à la télévision égyptienne. Vous avez dû cesser les séminaires que vous animiez depuis maintenant une vingtaine d'années. Depuis 2016, vous vivez en exil aux États-Unis. Et le 14 mars dernier, une plainte était déposée contre vous par un tribunal militaire égyptien. Votre dernier roman, paru il y a quelques mois en France, en est la cause. Il s'intitule « J'ai couru vers le Nil ». Roman interdit dans la plupart des pays arabes, à part le Liban, la Tunisie, le Maroc. Dans ce roman, Ala El Aswany raconte le destin d'une vingtaine de personnages sur la place Tahrir. Il raconte également la répression instaurée par le gouvernement, ce qui vous a valu, Ala El Aswany, d'être convoqué devant ce tribunal militaire. Que risquez-vous pour avoir écrit un livre, une fiction, pour reprendre le terme de Laurent Godet? Oui, c'est une question qu'ils doivent répondre. C'est à eux de répondre, c'est pas à moi. Mais moi, je comprends qu'ils ne se sentent pas... les militaires, quand ils sont au pouvoir, ils ne se sentent pas confortables avec la fiction, ni avec l'opposition, ni avec les écrivains. Vous voyez, vous devez obéir, hein, parce qu'ils ont obéi. C'est ça la mentalité militaire. Alors, ils me prennent comme quelqu'un un écrivain qui fait toujours des problèmes. Et je trouve ça très positif. Et c'est vrai qu'on doit faire toujours des problèmes. Un écrivain, ça doit faire des problèmes? Oui. Ouais. C'est pas mal, j'aime bien la définition, Laurent Godet. Oui. La conscience politique, l'engagement, il est peut-être là. Oui, oui, et puis surtout, alors j'ai presque honte de le dire devant Ala ou devant Yannick même, mais comment dire, quel hommage en même temps à la puissance des mots et des livres. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer que les militaires devraient balayer ça d'un revers de la main, mais s'ils les détestent tant, c'est quand même qu'ils en craignent les effets. Donc ça nous donne un peu de courage sur la faculté que ces mots-là ont à secouer les régimes, à contaminer les consciences au bon sens du terme. Sinon, on ne brûlerait pas les bibliothèques, sinon on ne détruirait pas les musées, sinon on ne saccagerait pas les sites archéologiques. La beauté, la culture, les livres, les romans sont absolument subversifs. Oui, c'est exactement ça. Contaminer les consciences, vous reprenez cette expression oui, contaminer les consciences et menacer, je ne sais pas quoi, la paix sociale et des choses pareilles. Ce sont des accusations en Égypte, hein, et très graves, très dangereuses, parce qu'un tribunal militaire, ça veut dire de la prison. Un point, c'est tout, vous voyez. Et aussi parce que, comme Laurent vient de dire, c'est que j'ai seulement mes idées et ma plume, si vous voulez. Même j'écris sur sur le computer, vous voyez, l'ordinateur. Mais à l'autre côté, ils ont tout. Ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont les médias, ils ont tout. Et ils ont peur, vous voyez. Interdire un roman, ça veut dire, pour moi, avoir peur que ce roman soit lu. Qu'est-ce qui vous attire dans l'univers littéraire d'Ala El Aswany, Laurent Godet? C'est la choralité, je crois, la première chose que je dirais. C'est sa capacité à faire vivre une petite humanité qu'il a choisie, alors soit parce qu'elle vit dans un immeuble, soit parce qu'elle est réunie sur une place. Et tout d'un coup, en prenant comme ça cette assemblée, en fait, d'hommes, de femmes, de jeunes gens, et de les faire vivre dans leur singularité, dans leur pluralité. Je pense que c'est ça qui est insupportable pour les régimes autoritaires, c'est que le roman ne raconte que cela, la pluralité et la beauté de cette pluralité, des opinions, des trajectoires, et
et la multifacette de la vérité, alors que généralement, ils ont plutôt tendance à essayer de nous vendre le fait que la vérité est forcément unique et que d'ailleurs, comme par hasard, c'est eux qui la connaissent. Et vous n'hésitez pas à dire les choses, y compris donc quand elles déplaisent. Et il y a des phrases dans les nouvelles de Yannick Lahens qui me font penser à des passages chez Allah El Aswany. En lisant les deux livres ensemble, je me suis dit, mais en réalité, Haïti et Égypte, ces deux écrivains-là pourraient presque s'interchanger. Par exemple, je lis ceci, page 165, Yannick Lahens, une nouvelle que vous avez intitulée La petite corruption. Aujourd'hui, les libres penseurs d'antan sont devenus des indicateurs de police. Des militants de jadis se livrent à des affaires, à des trafics relevant pour la plupart du code pénal. Ça, c'est pour la grande corruption. On est dans l'Égypte d'Allah El Aswany. Absolument. On est dans l'Égypte. Et est-ce que ça, c'est le visage d'Haïti aussi? Ah bah bien sûr. Vous savez, dans des univers, alors, ce qui est différent avec l'Égypte, c'est qu'aujourd'hui, on n'exerce pas de censure sur les écrivains. Parce qu'on se dit, la population n'est pas assez scolarisée pour avoir accès aux livres, n'a pas d'argent pour avoir accès aux livres, donc on nous laisse un petit peu tranquilles, ce qui n'était pas le cas sous la dictature de Duvalier. Cependant, quand dans un pays les institutions sont aussi délétères, bah, écoutez, ce sont les forces mafieuses qui prennent le contrôle de ces institutions. Et de plus en plus. Allah El Aswany, J'ai couru vers le Nil, est un roman formidable, choral, ah oui, vraiment, mais dans lequel vous allez très très loin, parce qu'il n'y a pas simplement, ça aurait été peut-être trop facile, de mettre en scène uniquement les gentils révoltés de la place Tahrir. Quel portrait des autorités religieuses? Absolument. Oui, parce qu'on avait toujours cette alliance entre les islamistes et les militaires. Dès 1952, on a été coincé en Égypte entre militaires et islamistes. Et ils ont beaucoup de choses en commun. Au point d'avoir empêché une nouvelle constitution. Absolument. Les islamistes, ils ont été utilisés par les militaires pour arrêter la révolution, pour arrêter un vrai changement. Vous voyez? Et alors, il y a dans ce roman, peut-être c'est pour cela qu'ils se sont mis en colère, c'est qu'il y a dans ce roman, pas seulement la fiction, mais il y a aussi, disons, un documentaire, un petit documentaire. C'est qu'il y a des témoignages, hein, il y a l'histoire des massacres, il y a l'histoire de cette alliance entre islamistes et militaires. Et pour moi, ce qui m'a intéressé, c'est que dès le commencement, ça a été interdit en Égypte, mais ce n'était pas interdit dans les pays arabes. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y a quelqu'un qui a lu le roman, il l'a interdit. Alors, ce n'était pas dès le commencement qu'il avait été interdit dans tous les pays arabes. Ce n'est pas vrai. Mais à un moment, tous les pays où il y a une existence politique des islamistes, vraiment, ça a été interdit. Qu'est-ce qui les gêne le plus? C'est cette dénonciation de l'hypocrisie du clergé, ou est-ce que c'est les témoignages? Parce que vous les présentez, ces témoignages, au milieu de la fiction, comme étant réels. Et j'aimerais qu'on revienne dessus, si vous voulez bien. 3 témoignages de femmes qui racontent comment elles ont été arrêtées, placées dans des prisons militaires, torturées, humiliées, examinées comme des animaux pour déterminer si elles étaient ou non vierges. Vous l'inventez pour les besoins du récit, ou est-ce que ce sont des témoignages entendus par vous? C'est vrai, monsieur Sisi, qui est le président de l'Égypte à l'époque, il était le président des services militaires, et il a dit oui, on a fait ça. Alors, j'ai rien inventé. Il y a d'autres généraux à la télévision qui ont dit oui, avec des interviews avec le CNN, qu'on a fait ça parce que ça, c'est une tradition pour que les femmes, à un moment donné, ne diront jamais qu'elles ont été violées par les militaires. C'est n'importe quoi. Mais oui, ils ont dit qu'on a fait ça. Vous utilisez une belle expression à la El Aswany, page 422. Vous écrivez « L'Égypte est une république comme si. Nous avons apporté aux Égyptiens la vérité et ils l'ont détestée du plus profond de leur cœur. » Qu'est-ce que c'est, une république comme si? C'est pas moi, c'est mon personnage.
Asma, Ouais. parce que vous voyez, Laurent vient de dire la même chose. Mm. Moi, je n'écris pas un roman pour dire ce que je pense, mais j'essaye de produire vraiment des personnages vivants, et à un moment donné, ils deviennent indépendants, ils m'échappent, et ils décident pour eux-mêmes. Ah, vraiment? Ah, oui. Alors c'est Asma, c'est une fille qui a été, qui avait souffert. Alors à un moment donné, elle dit ça. Elle décide de quitter l'Égypte. Et elle dit que non, les Égyptiens ne voulaient pas une révolution, ils ne voulaient jamais On finit par lui faire croire qu'elle n'est rien du tout. Est-ce que c'est Exactement. ça la grande victoire, finalement, de ces généraux, de ces islamistes? C'est ça exactement ce que un régime fasciste essaye de faire. C'est que c'est moi et c'est moi seulement. Vous êtes rien. Hein. Jamais vous ne devez penser que vous pouvez changer. Non, c'est à nous de dire et c'est à nous de faire. Et si on vous laisse tranquille, hein, vous devez nous remercier. Vous voyez, c'était ça le message. Est-ce que ces printemps arabes qui ont porté tant d'espoir, qui parfois d'ailleurs, ont donné de formidables résultats, vous laissent un goût de désillusion ou d'espoir? Non, 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 je suis optimiste parce que j'ai lu... Malgré l'exil, malgré, malgré cette tout, convocation devant un parce tribunal que, militaire? parce que si on a lu l'histoire, nous avons lu l'histoire tous, et ça prend du temps. Vous voyez, on a seulement... Les révolutionnaires, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont leurs rêves et leur courage, leur conscience. Sur l'autre côté, il y a tout. Il y a l'armée, il y a la police, il y a les médias, il y a l'argent, il y a les hommes d'affaires, il y a tout. Ça prend du temps, mais à mon avis, le futur nous appartient, nous. C'est la leçon de l'histoire, parce que même notre modèle, c'est un modèle, la Révolution française, après 10 ans, c'était... Bah, ça a accouché d'un empire. Exactement. Voilà. Qui a duré 20 ans. Oui, exactement. Alors, je suis optimiste. Je pense que... Et même ce qui se passe maintenant au Soudan et en Algérie, ça signifie que c'est pas fini. Hein. Ça continue. Je ne vais pas vous demander, Laurent Godet, si vous êtes optimiste ou pessimiste, parce que vous vous situez, vous, dans un autre contexte que celui d'Alaa El Aswani, qui l'a vécu, cette révolution de la place Tahrir, entre février et novembre en 2011. Mais quand vous écrivez, quand vous faites le choix d'écrire, que ce soit sur Haïti ou que ce soit sur les printemps arabes, qu'est-ce qui vous guide, qu'est-ce qui vous motive? Je pense que c'est l'admiration, d'abord, en fait. Moi, j'ai besoin d'admirer, et c'est ce que j'ai ressenti dans ces moments-là. L'admiration pour cette jeunesse qui s'est mise debout, d'abord en Tunisie et puis en Égypte, dans un pays où se mettre debout est pas du tout évident et dangereux. Et puis l'admiration pour le peuple de Port-au-Prince qui vit sous le joug, encore une fois, de cette nécessité. Mais c'est très beau d'entendre Allah dire ce qu'il dit, mais ce qui me rend, moi, mélancolique, et ce qu'il ne dit pas par pudeur, c'est que, oui, je pense comme lui que l'avenir lui appartient davantage qu'aux autres. Mais ce qu'on sait aussi, il l'a dit, c'est que ça prend du temps et que ce n'est pas forcément à l'échelle d'une vie. Du coup, il y a un courage magnifique à mettre ses forces dans la bataille sans avoir aucune idée si la bataille sera gagnée dans 1 an, dans 2 ans ou peut-être dans 70 ans. Ça, je trouve que c'est une abnégation formidable. Et ce que ça raconte aussi, ce qui fait un point commun avec Port-au-Prince, c'est cette grande histoire ou cette grande actualité, ces soubresauts, ces révolutions, ces régimes dictatoriaux ou cette misère qui a un peu le même effet, c'est-à-dire d'anesthésie de la population, elle use les vies. Elle use les vies de nos 2 amis qui sont là, parce que ça, on ne le dit jamais, mais moi, quand j'ai regardé dans l'histoire, Stéphane Zweig, Walter Benjamin, ces gens qui ont fui des situations peut-être un peu comparables, ils sont usés de cela. Ça a réduit leur vie. Avec la vie, dans le cas de Benjamin, comme dans celui de Zweig. Voilà, donc cette chose-là, il faut la dire aussi, c'est que le combat est aussi de résister à cette usure et donc d'offrir des poches de repos, de confort. Alors, j'espère que la France le fera, les États-Unis le font pour Allah, mais c'est très important parce que ça fait partie du combat, en fait. Quel lien, quel fil tirez-vous entre ces points géographiques? Yolande, tout à l'heure, nous disait à quel point l'Europe était d'abord cette géographie. Allez, entre Calais, Port-au-Prince, Le Caire. Est-ce que c'est l'Europe? Non, je crois pas. On peut pas tout. Non. Moi, j'ai l'impression que si. Moi, je crois pas. Quand je vous lis, j'ai l'impression que si. Qu'il y a
Un trait d'union, que l'Europe n'est pas seulement celle qui se regarde et qui se fait dans le contour géographique du continent. Il y a un point commun à chaque fois. Et il y a un fil qu'il faut tirer pour raconter notre histoire. On l'a dit avec Haïti, il y a évidemment, ça fait partie de notre histoire. Il y a un point commun avec l'Égypte, et c'est cette espèce de merveilleuse double identité que nous avons, c'est que nous sommes européens, mais il y a ce fameux bassin méditerranéen qui nous constitue. Moi, je me sens, on parlait des strates d'identité, je pourrais très bien rajouter une strate, je suis méditerranéen, même si je suis né à Paris. Parce que c'est la Méditerranée qui m'a fait d'une certaine manière. Il y a une naissance en Méditerranée, dans l'Italie du Sud, dans la Sicile, et puis à l'autre rive. Donc ça, ce sont des fils, effectivement, qui nous rapprochent, qui fait qu'on peut discuter, qu'on peut s'aimer. Mais c'est vrai que je garderai, en ce qui concerne la construction européenne, je pense qu'il faut parler du territoire européen, parce qu'il est encore à définir. Alors, j'aimerais réagir sur ce que dit Laurent. Je crois que ce qui est intéressant dans le chapitre 3, quand il parle de l'Europe qui a dévoré, je crois que ça permet de rétablir la capacité de représentation. Parce qu'aujourd'hui, je crois que ceux qui pensent à la construction de l'Europe, cette difficile construction de l'Europe, ont ce fantasme de la migration qui fait une distorsion de la pensée. Et c'est en reliant justement à l'histoire qu'on peut se dire, mais il faut remettre les choses dans leurs proportions. Oui. S'il y a la migration, c'est parce qu'il y a une histoire qui a créé cette migration. Une histoire passée et une actualité présente. C'est un système politique, un système économique et un système social qui permet à la migration de perdurer. Et les guerres se font contre des populations, et vous demandez à ces populations de rester. Or, ces guerres sont aussi fomentées par l'Europe, quelque part. Donc, oui, il y a un lien et je pense que ça permet de mieux évaluer justement le problème de la migration et de savoir que finalement, écoutez, le nombre, c'est 21 millions et 60% des migrants sont recueillis dans des pays autres que l'Europe et dans des pays qui ont beaucoup moins de moyens que l'Europe. Donc, je crois que ça permettra justement de peut-être regarder les choses à leur juste mesure et peut-être réfléchir justement à d'autres politiques qui permettront à cette Europe d'être moins indifférente, comme disait Laurent, et peut-être de s'occuper aussi des Suds dans le Nord, parce qu'il y a des Suds dans le Nord aussi. Et quand les gens se mettent en colère, c'est Un peu d'histoire. Voilà. Et si on veut faire un peu d'histoire, nous, l'Europe, banquet des peuples, 27 nations conviées à un banquet, avouez que quand même. J'ai couru vers le Nil, Allah et la Swani, aux éditions Actes Sud. C'est traduit de l'arabe par Gilles Gauthier. L'oiseau par cœur dans la nuit et autres nouvelles chez Sabine Vespizer de Yannick Lahens.